Depuis quelques années, un étrange phénomène semble rythmer le débat public en France. La cancel culture. Le pays des Lumières est en proie à une ère du temps que l'on pourrait qualifier de fragile agressif. Une ère du temps où le moindre argument, aussi rationnel et précis soit-il, qui ne conforte pas la pensée du moment, implique l'offense de la partie adverse et pire, la condamnation morale et médiatique de la personne ayant osé tenir ses propos. Une stratégie rhétorique, autrefois utilisée pour éloigner l'extrême droite de la place publique, fait désormais surface dans les rangs du camp du progressisme et de la gauche plus généralement. Thierry Keller, notre invité du jour, en a fait les frais il y a quelque temps. Militant pour SOS Racisme, ancien assistant parlementaire du socialiste Julien Drey et créateur de la revue de prospective Ouzbek Erika, il fait part de ses déboires face à un raidissement du débat dans son dernier essai, Quand on n'ose plus rien dire, de peur de passer pour un réac. Au micro de Dudes, il revient sur ce grand basculement idéologique entre schisme générationnel, pavlovisme médiatique et confusionnisme généralisé. Vous débutez votre ouvrage sur une petite série d'anecdotes qui vont de Manhattan jusqu'à la rédaction d'Ouzbek Erika, où on vous renvoie d'un seul coup, à travers les échanges que vous pouvez avoir, une image qui vous trouble, en tout cas pas forcément de réac, mais de quelqu'un d'un petit peu largué par rapport à l'époque. Est-ce que vous voulez bien revenir un petit peu sur ces anecdotes ? Pas du tout largué. Pas du tout largué. Non, je plaisante. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ces deux anecdotes là qui sont deux bonnes illustrations parce elles zooment et elles dézooment, et nous dire ce que vous avez ressenti un peu en termes de remise en question, en tout cas de trouble. Ouais, bien sûr. La première anecdote, c'est un dîner, ce qu'on appelle un dîner en ville, où j'étais avec ma compagne, et on avait reçu à dîner des amis new-yorkais, des amis à elle d'ailleurs, je dois dire. Et tout à coup, la discussion dérape. Donc c'était des gens qui étaient, je crois, clairement pas francophones, et moi je suis à peine anglophone. Mais bon, quand on picole un peu, on se met tout à coup à découvrir qu'on est beaucoup plus fluent en anglais. Néanmoins, j'ai utilisé un mot interdit. Et j'ai utilisé le terme faggot, en demandant s'il était approprié pour parler de tel ou tel personnage dans tel film. Je sais plus ce que c'était. Et donc là, j'ai vraiment eu des interlocuteurs qui en face de moi se sont étouffés en utilisant le mot faggot, qui est, je dois dire, très clairement péjoratif. Même si il y a pas très longtemps, j'ai revu Manhattan Cowboy, et il y a toute une scène entre Jon Voight et Dustin Hoffman où ils arrêtent pas de parler de faggot, et ça a l'air de déranger personne. Mais néanmoins, j'ai compris quand même que j'avais choqué mes interlocuteurs, et donc pour me rattraper, sachant que c'était de jeunes intellectuels new-yorkais, j'ai brandi mon totem d'invulnérabilité qui était Woody Allen, en parlant évidemment de Manhattan. Manière d'essayer de me rapprocher de ces gens-là pour me faire pardonner. Bon, mais là, je crois que ça a été pire, puisque en fait, on ne pouvait pas parler de Woody Allen, qui, dans une espèce de mélange entre il aurait violé sa fille adoptive dans les années 90, jusqu'à il s'est marié avec la fille adoptive de Mia Farrow, qui était pas exactement la sienne, mais quand même, bref, le personnage était extraordinairement sulfureux. Et tout à coup, l'idole de ma jeunesse, celui qui m'avait fait découvrir la vie avec La Rose pourpre du Caire, devenait un paria, et son œuvre devait cesser d'être enseignée et ses films d'être projetés. Donc là, évidemment, j'ai rasé les murs, j'ai fermé ma gueule, j'ai attendu que le dîner se termine tranquillement, et on est passé à autre chose. Mais c'était la première manifestation de quelque chose qu'on peut appeler la cancel culture, ou alors peut-être que vous appellerez ça dans ce merveilleux média un écart générationnel tel que je me suis retrouvé projeté directement dans le camp des boomers, mais en tout cas, ça a été une expérience culturelle et métaphysique assez désagréable. Et puisque vous faites référence à mon métier de chez Ouzbek Erika à l'époque où j'en étais le rédacteur en chef, c'est effectivement la deuxième anecdote que je raconte, puisque le bouquin commence par des anecdotes. C'est un jour où j'avais écrit un édito. Moi, je suis pas un vrai journaliste. J'écris des éditos, ce qui est pas exactement la même chose. Et donc j'avais écrit un édito en défense de l'universalisme. Le titre était « L'universalisme est-il ringard ?» Et en fait, je me moquais doucement, assez gentiment en vrai, de cette espèce de gauche différentialiste. J'avais pas encore bien compris quel était son nom à l'époque, en disant peut-être qu'aujourd'hui, si on créait des bibliothèques pour tous, elles ne s'appelleraient pas bibliothèques pour tous. Enfin, je rappelle que ça a été créé je crois au début du XXe siècle, pour projeter et infuser la culture auprès des classes populaires.
si on créait aujourd'hui des bibliothèques pour tous, elles s'appelleraient peut-être bibliothèques pour tous, et que il n'y aurait pas une seule pièce de lecture, mais il y aurait une pièce de lecture pour les LGBT, une pièce de lecture pour les racisés, une pièce de lecture pour toutes les minorités. Et donc en fait, le pour tous aurait été complètement trahi par cet esprit du temps. Entrez. Non, pas aujourd'hui, c'est pas une réunion, c'est pour les rester entre femmes. Oh l'autre, entre femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire qu'on peut pas entendre? Je ne comprends pas. Les trucs de femmes. On est comme des femmes, nous. Bah moi ça va pas toi. Non mais c'est bon, de toute façon on voulait pas vous emmerder, on va y aller. C'est ça, on les préfère gars. rester entre Attends, on peut juste se mettre dans un petit coin Non, là-bas. mais tu vois, les femmes aujourd'hui, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale. Et au moment où il a fallu diffuser l'édito sur les réseaux sociaux, le jeune community manager de l'époque, que je salue, que j'aime encore beaucoup et qui était un garçon formidable, mais enfin je pense qu'il était quand même victime pas mal de son époque, a refusé de le pousser en ligne au motif qu'on allait avoir des problèmes avec nos lecteurs. Et donc non seulement moi je pense qu'on on gagne rien à avoir peur de ses lecteurs, voilà. Sauf quand on dit des horreurs, mais enfin j'avais quand même pas eu le sentiment de dire des horreurs. Mais surtout au motif que défendre l'universalisme, en fait on pouvait pas, parce que c'était quelque chose de trop touchy. Je lui ai dit je suis quand même le rédacteur en chef. Donc dans le rédacteur en chef, il y a chef. Ce qui a eu semblé le troubler. Enfin non, pas plus que ça d'ailleurs. Et finalement j'ai eu gain de cause et on a fini par diffuser cet édito. Mais ça montrait à quel point c'était extrêmement compliqué de défendre des valeurs toutes bêtes, l'universalisme. Enfin je veux dire le b.a.-ba de la pensée progressiste, c'est-à-dire on est tous des êtres humains, on appartient tous à cette merveilleuse espèce humaine. Et alors non, apparemment non. L'universalisme était suspect de réaction, peut-être de fascisme, de patriarcat, de blanchitude. Et donc derrière tout ça, évidemment, je me sers de ces deux exemples pour dérouler ma pensée qui est relevons la tête. Ne nous laissons pas faire par ces espèces de dictats intellectuels qui nous intiment quel est le bon grain de l'ivraie, et ne tombons pas dans les pièges qui consisteraient d'un côté à devenir ce que j'appelle des gauchistes, ou évidemment de l'autre à devenir de vrais réactionnaires. Parce qu'en fait, on voit bien que le piège il est double, et que à force de critiquer ce nouvel esprit du temps, assez rapidement on peut tomber du côté du réac sympa, du réac old cool. Et donc c'est aussi un piège. Est-ce que cette anecdote, surtout la seconde, est révélatrice, selon vous, de ce que certains perçoivent comme un retour du clash des générations? C'est une vraie question. En fait, j'aurais envie de répondre non, bien sûr. C'est pas vrai, c'est l'esprit du temps. Je dois dire quand même qu'il y a un problème avec les jeunes. Bien sûr, je vais pas faire de langue de bois. Je crois qu'il y a un sujet de génération. In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd Parliament is 49 years old. Okay, Boomer. Current political institutions have proven themselves incompetent of thinking outside of a short political term. On le voit bien dans les enquêtes, mais d'ailleurs, vous-même, cher Vincent, vous avez travaillé dessus, et je me souviens d'ailleurs de vous avoir même posé la question à quelques reprises. Et je crois que vous aviez répondu, mais comme beaucoup, que il y a peut-être pour la première fois, et vous me direz si je me trompe dans mes souvenirs, il y a peut-être pour la première fois un schisme générationnel, pour la première fois depuis les années 68. Et je pense que oui, quand même. Je pense qu'il y a un petit schisme. Alors évidemment, on parle pas de toutes les jeunesses, mais peut-être on peut évoquer cette espèce de la jeunesse qui est admirée aujourd'hui par les décideurs, cette fameuse génération YZ, une jeunesse qui est très poreuse aux enjeux de religion, aux enjeux d'identité. Donc oui, je pense qu'il y a un sujet là-dessus, une forme de pudibonderie en fait qui s'est emparée de la jeunesse, qui les fait réfléchir sans qu'elle s'en rende compte, comme des ligues de vertu.
Dans votre livre, à la fin, vous remerciez vos enfants qui vous dit vous ont fait découvrir les joies de la cancel culture. Comment le dialogue s'opère-t-il avec eux et est-ce que ce dialogue fait écho à celui que vous observez dans votre livre? D'abord, j'ai écrit le livre pour poser mes idées. Je pense que c'est hyper important parce que de la même manière que on a vite fait de tomber dans le camp des réacs, un peu parce que c'est plus pratique et puis parce qu'on aime bien écouter Michel Sardou, on aime bien aussi déconner dans les dîners, on aime bien sortir des formules à l'emporte-pièce et au bout du compte, on sait même plus ce qu'on pense. Donc c'est important d'écrire un livre aussi pour éprouver soi-même ses propres idées. Donc ce livre-là, il a beau être assez facile d'accès, je dirais. Chaque virgule a quand même été pensée et je me suis beaucoup posé de questions sur est-ce que j'ai le droit d'écrire ça. Donc moi-même j'ai eu un sentiment de vivre une forme d'autocensure aussi en l'écrivant et j'ai essayé de m'en détacher. En tout cas, clairement, aujourd'hui, il reflète profondément ce que je pense. C'est aussi une manière de parler à mes enfants d'avoir écrit ça. Et d'ailleurs, j'ai un fils de 14 ans qui l'a lu et qui m'a dit « Ouf papa, j'ai compris que t'étais encore de gauche ». Donc c'était aussi pour renouer ce dialogue-là et en m'astreignant à faire ce travail, de pouvoir dire aussi à mes petits camarades qui ont à peu près le même âge que moi et qui ont eu la même éducation politique ou culturelle, tenez bon, restez ferme, sachez aussi faire la différence entre une bonne vanne produite à l'emporte-pièce dans une soirée et ce que vous pensez profondément. Donc oui, moi en faisant ça, je m'adresse aussi aux jeunes. Ouais. Pour le coup, la jeunesse, si vous faisiez référence à mai 68, on la fantasme comme un bloc homogène qui serait tolérant, progressiste et toujours quelque part en avance, un petit peu à l'avant-garde des nouvelles pensées sociétales. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est nettement plus nuancé, et notamment chez les jeunes hommes qui se révèlent de plus en plus conservateurs par rapport aux jeunes femmes qui, elles, se révèlent de plus en plus progressistes. Comment vous expliquez ce schisme intragénérationnel pour le coup? Dans toutes les enquêtes sur, en gros, la relation homme-femme post-MeToo, on se rend compte qu'il y a une forme de durcissement sur ses propres positions genrées. On voit bien comment aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres, mais les jeunes hommes passent leur vie à la salle de sport. On voit bien comment l'influence masculine est en train d'infuser auprès d'une jeunesse occidentale qui se dit bah merde, qu'est-ce qui est en train de se passer, on est en train de me dessaisir de ma virilité. Principe de base, le langage, le passe-partout qui vous ouvrira les mille et une portes de l'esprit de la femme. Mettez le doigt sur ses espoirs, ses envies, ses peurs, ses désirs, et dans sa charmante petite culotte, faites de cette sympathique jeune femme votre esclave assoiffée de sexe. Séduire et détruire. Donc moi je pense que il faut pouvoir regarder ça dans les yeux. Effectivement, il faut faire attention à pas avoir ce fantasme d'une jeunesse monolithique. Il y a une jeunesse Greta Thunberg et puis il y a une jeunesse j'allais dire Mbappé, mais peut-être plus Benzema en fait, quoique Benzema est pas si jeune, mais et donc oui, sociologiquement les schismes traversent les générations, comme il reste encore des classes sociales et comme il reste encore des conditions d'existence qui déterminent les consciences. Mais je ne peux qu'être à la fois très intéressé, très perplexe, et avoir envie de creuser un peu plus cette histoire de relation homme-femme, y compris dans les nouvelles générations, bien sûr. Je pense que ça c'est un sujet fondamental, parce que ça nous promet une guerre des sexes. Donc là, on joue sur des thématiques qui ont trait à la question du backlash, qui commence à faire chier l'autre en fait. Mais il est évident que même quand on en rigole, être un môme aujourd'hui qui a entre 15 et 20 ans, un garçon entre 15 et 20 ans, je pense que ça va être un petit peu complexe. Je pense qu'on doit faire un petit peu plus attention. Moi, avec quelques-uns de mes amis, on se dit qu'on est extrêmement content d'avoir 50 balais, d'être casé et de pas avoir d'embrouille et de pas avoir à être dans sur le glorieux marché de la séduction, parce qu'on ne saurait plus comment faire, quoi. Dans votre livre, vous notez à quel point les nouveaux, les courants progressistes, dits progressistes, qui soient antiracistes, féministes, aujourd'hui même
LGBTQ+, sont de plus en plus, d'une certaine manière, radicaux, ou ont l'air d'être nourris, en tout cas, d'une forme de ressentiment, voire de colère. Pourquoi est-on si vénère finalement? Pourquoi est-ce que la colère est tellement devenue, à votre avis, un moteur dans le militantisme, tout en même temps où vous faites d'ailleurs le constat dans votre livre, on peut avoir le sentiment qu'on est arrivé, non pas une panacée sur toutes ces questions, mais du moins on a fait un grand pas. Pourquoi est-ce qu'on est encore plus en colère à partir du moment où les choses ne sont pas parfaites? Parce que je crois que ces jeunes générations-là ont le sentiment de découvrir un peu des choses qui sont en réalité connues depuis longtemps, et que à force d'être hyper complaisant avec les questions identitaires, on finit par susciter chez ces jeunes-là une forme d'indignation permanente, qui fait que on surjoue la colère sur les discriminations autour du poids, du genre, de l'apparence physique, et autour de son absolue singularité, de son unicité, pour reprendre un de vos termes. Et donc, comme on est extrêmement complaisant avec ça, et que nous-mêmes, je dis nous-mêmes, les anciennes générations, mais aussi les anciens progressistes, on a tendance à culpabiliser et à leur donner raison, et forcément on déroule le tapis rouge à cette espèce d'indignation de pacotille, qui n'est pas d'ailleurs qu'une indication de pacotille, qui est aussi une vraie indignation. J'ai l'air de minimiser cette colère, mais enfin dire c'est faire, comme dirait l'autre. Donc elle existe clairement, et donc faut la prendre en considération puisqu'elle est là. À mon avis, elle provient de tout un tas de phénomènes. Moi, j'ai choisi d'en prendre deux qui me paraissent importants. Le premier, qui est battu en brèche par l'actualité, c'est quand même qu'on vit en paix depuis extrêmement longtemps, et que donc des civilisations qui vivent en paix depuis trop longtemps, elles finissent par tourner sur elles-mêmes et à se regarder le nombril. Mais quand on commence à observer son nombril, on finit par le trouver hyper beau et à le trouver tellement merveilleux que toute personne qui émet un jugement contre son nombril devient un fasciste en puissance. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment la question de la civilisation numérique dans laquelle on est plongé. Donc on dirait vulgairement les réseaux sociaux, mais clairement le fait que comme en ligne, on existe bien davantage que dans la réalité, et que on peut à travers son avatar être bien plus puissant que ce qu'on est dans sa forme biologique classique et voire sociale. On a le sentiment que ce à quoi on a droit dans un monde virtuel, on a les mêmes droits à faire valoir dans le monde réel. Mais ça crée un petit bug métaphysique profond. C'est-à-dire on pense que la vraie vie doit être munie d'un filtre Instagram, mais la vraie vie, elle a pas un filtre Instagram. La vraie vie, c'est la vraie vie. Donc cette conjonction entre la culpabilité du monde officiel, y compris du monde de l'entreprise, du monde de la culture, à l'égard de ces indignations cumulées à on vit depuis très longtemps en paix et on vit dans un moment numérique où on nous a fait croire qu'on était les rois sur Terre, fait que à un moment donné ça finit par péter, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que l'individu rationnel, même pas forcément vieux ou boomer, mais en tout cas éduqué avec une pensée analogique, littéraire et politique traditionnelle, se met à douter de lui-même, ou bien à être extraordinairement complaisant à l'égard de cette nouvelle génération, ou bien s'il a envie de se lâcher un peu et que il a pas il fait peu de cas de sa propre réputation, de basculer directement du côté de Pascal Praud. Pour suivre ce fil là, vous donnez l'exemple de Dora Muto et de Marguerite Stern qui signent ces derniers jours une enquête qui s'appelle Transmania, je crois aux éditions Magnus, qui l'édition de Laurent Oberton. Et de quoi leur trajectoire, à votre avis, sont-elles le nom? Je crois que moi je connais moins Marguerite, mais je connais un peu mieux Dora Muto, d'abord parce que elle a longtemps pigé chez Uzbek Erika et que c'est une personne qui possède une plume formidable. Et aussi parce que je l'ai rencontrée il y a 1 an ou 2 quand elle avait avec sa camarade signé une lettre ouverte à l'égard d'Elisabeth Borne pour prévenir Elisabeth Borne, à l'époque première ministre, des financements à l'égard du planning familial suite à la fameuse campagne du planning familial sur les hommes enceints. Une campagne de communication qui représentait un homme enceint. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette affiche ?
Alors non, en fait, moi, c'est pas une affiche qui m'a choquée, c'est juste une affiche que j'ai voulu commenter. Tout simplement parce que quand le planning familial met en avant cette affiche avec un homme enceint, le planning familial dit en fait plein d'autres choses. Et pour moi, Dora incarne parfaitement le piège qui se referme sur tout individu issu du progressisme qui voudrait ouvrir sa gueule et qui se retrouve projeté dans le camp de la réaction et qui finit par adopter les codes de la réaction. Temps 1, le planning familial produit une campagne de communication assez stupéfiante sur les hommes enceints. Temps 2, Dora et Marguerite écrivent cette tribune, cette lettre ouverte à l'attention d'Elisabeth Borne. Temps 3, le camp progressiste les désigne comme des réactionnaires et refuse de leur donner la parole, alors que elles appartiennent nativement, je dirais, à ce camp progressiste. Dora Muto est une féministe, Marguerite Stern est quand même l'une des inventeuses des collages, ancienne féminine. Donc on peut pas les cataloguer dans le camp de la réaction, je veux dire, d'emblée. Donc qu'est-ce qui se passe? La presse de droite et d'extrême droite leur tend les micros. Elles se disent, bah moi j'ai bien envie de m'exprimer, donc elles vont là où on les accueille. Donc elles donnent des interviews dans la presse d'extrême droite. Donc la presse de gauche leur dit, ah vous voyez bien, c'est bien la preuve que vous êtes des fascistes. Ah vous me traitez de fasciste, et ben je vais assumer. Et clac, ça finit par donner, alors qu'elles avaient à l'origine posé des questions extrêmement pertinentes sur la relation entre les genres, sur les conséquences de la dysphorie de genre dans les jeunes générations et sur la manière dont le monde adulte regardait ça avec complaisance, ça donne un basculement de ces deux filles-là vers une famille politique qui, au point de départ, n'était pas de leur camp et qui a fini par le devenir. Et donc là, clac, on voit bien comment il y a un effet cliquet et comment le piège se referme sur quelqu'un qui, au point de départ, parlait de bonne foi et qui, à force d'être désigné, vilipendé et rejeté dans le camp des fachos, a fini par se dire bah foutu pour foutu, j'ai qu'à aller chez eux. Et ça donne ce bouquin-là. Donc, mais c'est la même chose avec la jeune Mila, par exemple, que tous mes amis et moi-même d'ailleurs ont défendu, et qui aujourd'hui finit par dire qu'il y a un problème avec l'immigration. Donc là, on voit bien le truc. Et donc, moi, ce bouquin-là, je l'ai aussi écrit pour que on puisse redonner un cadre de pensée. En fait, c'est pas parce qu'on se fait insulter par la gauche de la gauche qu'il faut cesser d'être de gauche. Voilà, c'est assez simple en fait. Je me posais la question, est-ce que tout progressiste aujourd'hui est condamné à devenir le réactionnaire de la génération suivante? Ouais, je pense. Oui. Clairement. Je veux dire, le jour où Greta Thunberg elle a commencé à dire que c'était quand même pas con d'avoir recours à l'énergie nucléaire, elle s'est fait défoncer par les écolos hardcore. Toute personne qui aujourd'hui est à la tête de la lutte contre la bien-pensance gauchiste va se retrouver évidemment dans le camp de la réaction demain. Enfin, je veux dire, c'est mécanique. Voilà, Robespierre s'est fait couper la tête. Donc en fait, il faut rompre avec cette logique, parce que c'est une logique qui est mortifère. En fait, c'est une logique qui est mortifère pour la gauche et pour le mouvement progressiste dans son ensemble, parce que pendant qu'on est en train de perdre du temps avec ces conneries, on ne lutte pas contre les vraies injustices. Et ça, c'est un truc de dingue. Donc oui, je pense. D'ailleurs, entre réaction et radicalité, où se situe le progressisme aujourd'hui? La petite question perfide qui vient comme ça, discretos dans l'interview, où se situe le progressisme entre la radicalité et... Moi, je pense que je dis pas qu'il y a un bon et un mauvais progressisme, mais enfin, si, comme je le pense, le mouvement global d'émancipation n'est pas achevé, alors il faut retrouver la voie d'un progressisme qui soit hyper œcuménique, qui soit hyper rassembleur. Donc, moi, la radicalité me dérange pas du tout, au contraire. Mais je pense qu'il faut à nouveau repenser en être humain. Clairement, ça paraît débile, mais il faut repenser en universaliste. C'est le cœur du projet politique de la gauche et le projet politique de l'émancipation. On voit bien aussi comment la critique, on n'a pas encore prononcé le mot, c'est marrant, mais on voit bien comment la critique du wokisme, elle est hyper instrumentalisée par la droite pour refuser les progrès. Moi, je refuse d'hurler avec ces loups-là, ça m'intéresse pas du tout. Et voilà, donc aujourd'hui, on est dans un creux.
Voilà. Moi, je pense que les gens sont d'accord avec nous. Quand je dis nous, c'est moi et ceux avec qui j'ai le sentiment d'être d'accord. Mais je pense qu'on est potentiellement majoritaire, mais que comme on flippe, et que comme on rase les murs, et comme on ferme notre gueule, on croit qu'on est dans le mauvais sens de l'histoire. Mais je crois pas, je pense que ça va bientôt tourner. D'ailleurs, je dois dire que les événements récents, que ce soit avec l'Ukraine ou que ce soit avec Israël, redonnent une forme de réalité aux enjeux politiques. Et j'ai pas vu en France qu'on soit en train de sombrer dans une quelconque guerre civile ou guerre de religion ou de guerre en gros entre juifs et arabes ou juifs et musulmans du fait de ce qui se passe à Gaza. Donc j'ai plutôt bon espoir, mais on a besoin de porte-voix, on a besoin de porte-parole, on a besoin de relever la tête encore une fois, et on a besoin d'être assez ferme sur ses positions, d'abord philosophiques. Parler de porte-voix, de porte-parole, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui la parole est plus libre que dans les années 80 ou 90, ou au contraire qu'elle s'est durcie? Elle est les deux. Elle est beaucoup plus libre sur les questions de violence, sur les questions de cul. Le fait que, par exemple, on puisse regarder les plateformes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, fait qu'on peut se mater un film un peu hardcore, que ce soit en termes de mort, de violence, ou que ce soit en termes de sexe, un samedi soir à 20h, alors qu'avant, avec le flux, on pouvait pas le faire. Donc il y a une extension du domaine de l'acceptable dans la production culturelle globale, y compris intellectuelle. Mais il y a une diminution du champ d'expression de la pensée. Donc en fait, le premier champ nous indique qu'on serait dans un moment un peu, je dirais, de licence ou de liberté absolue, mais c'est un faux ami et je pense que c'est un miroir en trompe-l'œil. Car dans le même temps, on rétrécit le domaine de l'acceptable et du dissible. Par exemple, je sais pas moi, quand Gérard Noiriel fait son bouquin sur race et classe, il est montré du doigt par les jeunes étudiants de Normal Sup comme étant un réactionnaire. Gérard Noiriel, je veux dire, il faut bien mesurer ce qu'on est en train de dire. Ou Gilles Kepel, qui quand même incarne une forme de républicanisme, d'une gauche de bonne aloi, hyper ouverte sur le monde, arabophone. Bon. Et lui-même aujourd'hui est montré du doigt comme étant un réac. Donc heureusement, je cite deux exemples là d'individus qui ont fait leur carrière et qui risquent pas d'être cancelés. Mais quand on est, je dirais, un aspirant wannabe dans le monde intello ou culturel, on fait super gaffe à ce qu'on raconte. Donc on peut raconter des horreurs sur plein de trucs, mais on doit faire gaffe sur d'autres. J'ai en mémoire une interview qu'on avait faite d'un écrivain britannique qu'on aimait beaucoup chez Uzbek Erika qui s'appelle Will Self, et qui disait que aujourd'hui on pouvait dire pique-pendre, alors à l'époque elle était encore vivante, de la reine d'Angleterre, mais que dès lors qu'on s'arrimait à des enjeux autour du sacré ou autour de la question de genre, tout à coup il y avait plus personne. Je crois qu'il avait raison. D'ailleurs, l'humour, l'ironie, la transgression sont-elles encore des valeurs de gauche? Enfin, l'ont-elles déjà vraiment été, et le sont-elles encore? Parce que vous écrivez cette phrase en disant, je crois, enfin vous donnez pas de pourcentage, mais l'humour de droite est presque toujours plus drôle que l'humour de gauche. Pour quelle raison? Parce qu'il est plus transgressif, parce qu'il est moins attaché aux vaches sacrées. En fait, l'humour de gauche était drôle avant. Pourquoi? Parce que la gauche c'était la subversion, c'était le poil à gratter, c'était le mépris du bourgeois, de la bien-pensance, et donc forcément on était du côté du cancre. Aujourd'hui, l'humour de gauche il est au premier rang et il hoche la tête bêtement à tout ce qu'il voit, et il est capable d'une chose, c'est de se moquer des dits capitalistes ou je sais pas moi, des réacs qui peuplent l'espace public. Zéro prise de risque. Je dis pas que l'humour de droite est plus drôle. J'ai en tête Gaspard Proust. Moi, je pense que quand Gaspard Proust est devenu clairement de droite, c'est-à-dire quand il a assumé d'être de droite, tout à coup, il est devenu aussi drôle que Charline Vanhoenacker, c'est-à-dire autant que mon grand-oncle, quoi. Pas beaucoup.
Donc je mettrais pas en face à face l'humour de gauche et l'humour de droite avec autant de d'ironie que je l'ai fait dans le bouquin. Mais en tout cas, clairement, moi, les mecs qui me font rire aujourd'hui sont plus de droite, puisqu'ils en ont plus rien à foutre. En fait, l'humour anard de droite me fait plus marrer que l'humour de gauche qui est pontifiant et qui est chiant, en fait, quoi, qui est donneur de leçons. Et qui est drôle, alors, parmi les anards de droite? Alors, le mec est pas humoriste, mais celui qui me vient en tête, c'est Fabrice Lucchini. Ouais, lui, il me fait rire. Il en a rien à foutre. En fait, faut en avoir rien à foutre. Après, c'est aussi dans des types d'humour qu'on peut trouver dans l'humour anglo-saxon. Voilà, moi, Ricky Gervais me fait mourir de rire. Je fais gaffe à parler de Blanche Gardin parce qu'elle m'a beaucoup déçu récemment sur cette déclaration à l'emporte-pièce sur le soi-disant génocide israélien, enfin génocide gazaoui. Mais elle était assez drôle. Je veux dire, en fait, faut en avoir rien à foutre. Déclencher un rire, c'est en avoir rien à foutre de la réaction courroucée de son public. À partir du moment où on flippe de la réaction de son public, on devient chiant. C'est-à-dire, on devient chiant intellectuellement et on devient chiant humoristiquement parlant. En fait, dès qu'on est dans l'autocensure, on devient chiant. Et en fait, on rétrécit le domaine de l'humour et de la pensée. Et résultat des courses, qu'est-ce qui se passe derrière? On a l'extrême droite qui d'ailleurs refuse de s'appeler extrême droite, qui déroule la plotte en disant, nous au moins on sait rire, voilà, on sait se marrer. C'est pas complètement faux, les mecs savent se marrer, quoi. Bon, c'est un peu graveleux, mais ils savent se marrer. Bon, pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous êtes engagé en politique assez jeune. Ouais, quand j'étais étudiant. C'est assez jeune. Ouais. Pourquoi et comment devient-on militant? Quel est le moteur existentiel qui fait qu'on devient militant à cet âge-là? Moi, je suis devenu de gauche parce que je vivais à Versailles et que j'en avais marre d'être entouré de gros bourges qui avaient des mocassins à pompons et des Burlington Roses. C'est comme ça que je suis devenu de gauche. Parce que je sais pas pourquoi, un jour, mes parents ont décidé d'aller vivre à Versailles et que je crois qu'il n'y a rien de pire sur Terre. Bon, évidemment, à part sans doute quelques zones du Moyen-Orient où il faut pas bon être en ce moment. Bon, disons pas, il n'y a rien de pire en France. Bon. Je crois que Versailles est devenu cool. Mais en tout cas, c'était dans les années 80. On devient de gauche parce que on soutient la veuve et l'orphelin, parce que on est contre les racistes, parce que on supporte pas une remarque homophobe, parce que on est pour l'école publique contre les bourges qui défilent contre l'école dite libre, parce que tout à coup le Front National commence à monter et que on entend des horreurs dans la bouche de certains membres de sa famille et on se dit mais putain, mais moi je refuse d'appartenir à ce monde-là. En fait, on devient de gauche parce qu'on aime la vie, parce qu'on aime les autres, parce que on est copains avec des Noirs et des Arabes, parce que tout à coup on tombe amoureux d'une meuf, on découvre qu'elle est juive, et que tiens, en fait c'est quand même des gens comme nous, parce que on regarde la télé et puis que les gens se mélangent, parce qu'on est contre l'apartheid, parce qu'on est contre les ratonnades, parce que voilà quoi, parce qu'on est de gauche, parce que ça coule dans notre sang quoi. Donc moi je me suis engagé là-dedans parce que je me suis dit je sais pas, ça me paraîtrait complètement lunaire de regarder l'histoire se faire et de pas appartenir à ce truc-là. Donc moi je me suis jeté dans le militantisme, ça a été un des meilleurs moments de ma vie. À SOS Racisme, à la Fidèle, le syndicat lycéen, j'ai adoré faire tout ça, j'ai adoré faire la tournée des banlieues de France avec les nanas de Ni pute ni soumise, et puis j'ai adoré m'oublier moi-même. Je pense que c'est ça aussi qui est super dans le militantisme, c'est que tu rentres là-dedans et tu t'oublies, tu deviens quelqu'un d'autre, tu poses ta putain d'identité au vestiaire, et c'est vraiment un sentiment ultra grisant. Il n'y a pas quelque chose de paradoxalement aussi un peu narcissique? Après, quand on fait de la politique, la question se pose d'être élu. Moi, j'avoue que, non. Alors, surtout quand on est dans le mouvement auquel j'appartenais, qu'on appelait la gauche socialiste, qui était animé par tout un tas de gens comme Mélenchon, Drey, Marie-Noëlle Lienemann, Malek, Bouty, Laurence Rossignol, Harlem Désir et tutti quanti. Au contraire, on a un tel retour du refoulé marxiste que, au contraire, l'individu n'existe pas. Et c'est tout juste si penser à soi n'est pas un réflexe bourgeois. Donc j'ai pas eu le sentiment de le faire par narcissisme. Non,
C'est sûr qu'à l'époque où mes petits camarades, moi j'étais à Sciences Po à Strasbourg, partaient en Erasmus et allaient se bourrer la gueule à Barcelone et à Prague, moi je préférais être dans des réunions qui supposément changeaient le monde. Donc c'est sûr que j'ai ni changé le monde, mais par contre eux ils ont kiffé Prague et Barcelone. Donc ça peut être un éventuel regret. Mais non, j'ai pas l'impression d'avoir été par narcissisme, j'ai juste kiffé ma race, quoi. Vraiment, j'ai adoré. Est-ce que SOS Racisme a eu, selon vous, un vrai impact sur la société, et si oui, lequel? Profond. Un impact profond, durable. D'ailleurs, je pense que si on n'est pas en guerre civile aujourd'hui, et si c'est pas la guerre des communautés, c'est en partie, voire tout partie de SOS Racisme. Je rappelle que SOS Racisme, naissance 84, donc on est à pile 40 ans, est issu du mouvement des banlieues et le mouvement de ce qu'on appelle la marche des beurs. Alors, évidemment, en disant ça, je vois bien que je peux vexer ou froisser certaines susceptibilités qui disent que ça a été un dévoiement de la marche des beurs, mais au contraire, ça a été une sortie par le haut d'un mouvement grassroots profondément qui réclamait l'égalité des droits. Et en fait, le mouvement antiraciste, en l'occurrence en France, a toujours été traversé par une contradiction. En gros, est-ce que on fait une association antiraciste qui est un syndicat de défense des minorités, ou est-ce que on fait une association, un mouvement social qui accueille tout le monde et qui permet de défendre des principes? Et SOS Racisme, c'était ça. Et SOS Racisme a été dirigé par un individu nommé Harlem Désir, qui a un nom totalement improbable et totalement, je veux dire, vrai. C'est son vrai nom. Créé par des Noirs, des Arabes et des Juifs, avec des petits blancs comme moi, issus de la classe moyenne catholique, avec des mecs issus des banlieues, avec des prolos, des bourges. Enfin, c'était vraiment le dernier mouvement ultra œcuménique que ce pays a connu. Donc je pense que ça, à défaut d'avoir emporté toutes les batailles, je pense que SOS Racisme a permis de protéger la France de ces dérives irrédentistes, communautaristes. Ça n'a pas été fait de tourpeau, encore une fois, mais en tout cas, ouais, ça a été un vrai... ça a été profondément, en fait, une modernité dans la République. C'est la dernière fois, je pense, que la République a connu un coup de jeune à ce point-là. À l'époque, c'était le sociologue Jean Baudrillard qui faisait la comparaison avec SOS Baleine, qui disait que c'est SOS Racisme, en fait, peut-être le sous-texte qu'il fallait comprendre, c'est qu'il fallait sauver le racisme. Alors, au-delà du bon mot, qu'est-ce que vous en pensez? Baudrillard est complètement tombé dans les limbes. D'ailleurs, je vais pas revenir sur certaines de ses dérives. Bon, enfin, je veux dire, c'est comme Bourdieu, quoi. Bourdieu, Baudrillard, dans 50 ans, sincèrement, on n'en parlera plus. Donc, j'en pense rien. Je pense que il y avait du racisme en France. Il faut se souvenir de l'ambiance du début des années 80, quand on balançait le jeune arabe d'un train, quand on jetait Brahim Bouram dans la Seine. Meurtre d'un jeune Marocain dans le box 4 skinheads qui participaient à une manifestation du Front National, affaire que nous rappellent Valérie Ouard, Carole Gessler et Jacques Gauthier. Une gerbe de fleurs jetée dans l'eau de la Seine. Chaque 1er mai, les associations antiracistes se souviennent de la mort de Brahim Bouram. 1er mai 95, le jeune Marocain flâne au bord de l'eau. Sur le pont du Carousel, le Front National défile. 3 jeunes skinheads s'écartent du cortège et rejoignent le quai. L'un d'eux, Michael Fréminet, pousse Brahim Bouram dans le fleuve. Les pompiers trouveront son corps un peu plus loin. Sans se retourner, les 3 skins rejoignent la manifestation. Malik Oustikine a été assassiné par l'énergie de Charles Pasqua. Quand il y avait des remises en cause du code de la nationalité, je veux dire, faut voir ce que c'était, quoi, ce pays. Donc il y avait du racisme. Et je pense qu'aujourd'hui, paradoxalement, il y a moins de racisme en France. Donc après ça, on pourra se poser la question des pulsions de vote contre le Rassemblement national. Mais je pense qu'elles sont pas complètement corrélées. Et comment combat-on le racisme en 2024? Et aujourd'hui, qui sont les potes à ne pas toucher, quelque part? Bah tout le monde, déjà. On touche pas à un pote. Ça, c'est sûr, quel qu'il soit. Et comment on combat le racisme? En étant réellement antiraciste. C'est-à-dire en n'ayant absolument aucune complaisance avec les islamistes, avec le mouvement des femmes voilées, avec le terme même de racisé. Alors, je pense que quand quelqu'un se dit racisé, il faut tout de suite lui dire qu'il utilise un vocabulaire digne de l'apartheid. Et je pense qu'il faut d'abord lutter sur le vocabulaire et il faut pas se laisser gangréner
par cette forme de culpabilité qui ferait croire à l'existence d'un privilège blanc ou d'un néocolonialisme, d'un racisme systémique et toutes ces conneries. Parce que là, en fait, si on dit que la France elle est plongée dans un racisme systémique, bah alors dans ce cas-là, voter Rassemblement National, ce serait un moindre mal. Donc non, je veux dire, il faut aussi pouvoir savoir où on vit. Et le mouvement antiraciste, il a besoin de gens qui ont un peu de courage pour dire ce genre de choses. Il y en a, hein, ça existe. Par exemple, une femme formidable comme Sophia Aram, dans son spectacle, elle le dit bien. Quand elle dit que quand elle vivait à Trappes dans les années 80, elle pensait pas à foutre un voile, mais sa principale pensée c'était quand est-ce que je vais galocher un mec. Elle le dit tel quel, hein, donc je me permets de reprendre sa phrase. Hein, on vous laisse rouler des pelles, dit-elle. Et donc il faut retrouver cette forme de candeur, d'amitié entre les individus et aussi il faut avoir à l'esprit, je pense, le devoir moral qu'on a à parler à l'étranger. Je pense aux femmes iraniennes. Moi, je trouve que, moi, j'ai honte du mouvement féministo antiraciste, dit antiraciste français, quand une femme iranienne se fait lapider parce qu'elle a enlevé son voile, et qu'on a des 2-3 féministes ennemies qui en France nous disent que il faut des horaires séparés dans les piscines et l'autorisation de porter une abaya parce que c'est la liberté. Mais je veux dire, ça c'est pas un dévoiement, c'est une trahison. Hein. Vous l'avez évoqué juste précédemment, le RN qui aujourd'hui est plutôt en bonne place d'après les sondages et différentes études. Est-il selon vous encore un parti raciste? En partie, ouais. En partie, le RN est un parti raciste, ne serait-ce que parce qu'il a jamais renié son origine profonde, parce que les choses ont un sens et l'histoire a un sens. Donc moi je crois pas du tout, je crois pas un seul instant au pivot, comme on dirait dans le monde de la start-up, du Rassemblement National, d'un parti raciste vers un parti bon teint. C'est comme le parti communiste. Moi je vote pas communiste. Quelle que soit la sympathie que je peux avoir pour Fabien Roussel, le jour où il reniera le soviétisme, ouais, je pourrais éventuellement voter pour lui. Mais en fait, il y a un fond de sauce au Rassemblement National qui n'a rien renié de ses valeurs ancestrales, qui sont en fait travail, famille, patrie, quoi, si on résume. Et en même temps, il est évident que les gens qui votent Rassemblement National aujourd'hui, la plupart ne sont pas racistes. Mais d'ailleurs, en vrai, on voit bien à quel point ça peut aussi toucher des catégories de population qui sont parfois issues d'immigration, qui tiennent des discours bien plus réac qu'un blanc réac. Donc voilà, il y a pas de statistiques ethniques en France, je crois, heureusement, mais en tout cas, pour en discuter avec certains de mes amis qui font des enquêtes d'opinion, ouais, il y a un vote caché d'une France issue de l'immigration et donc française vers le Rassemblement National. Il y a un vote des catégories populaires pour le Rassemblement National, et je pense pas que tous ces gens-là soient racistes. Donc il y a un sujet là-dessus. Je pense que pour lutter contre le Rassemblement National aujourd'hui, il faut dire la vérité aux gens, il faut pas avoir peur du réel, il faut appeler un chat, et tout ça en étant très tranquillement républicain et de gauche, et ça pose aucun problème. Mais sauf que comme on a peur de notre ombre, on le fait pas. Et donc le RN monte, on le regarde monter en disant merde, comment on peut lutter contre ça, un peu comme un lavabo bouché dont l'eau se répandrait dans la salle de bain, et on regarde ça en disant mais comment faire, raciste, non, ça marche pas. Ça marche pas, donc moi je pense que c'est la responsabilité de la gauche de revenir à des considérations normales, quoi. D'ailleurs, la gauche, ou du moins l'extrême gauche, une partie d'entre elles, l'est-elle devenue raciste à force de cultiver le trouble autour de l'antisémitisme notamment? Bien sûr, elle l'est devenue. Elle est totalement raciste. D'abord, il y a une partie de la gauche qui est clairement antisémite, mais tranquillou en plus, quoi. Alors vraiment, juste en utilisant le terme sionisme ou sioniste à la place de juif, juste
pour se baquer juridiquement, et puis surtout en mettant l'identité au premier plan par rapport aux valeurs, aux principes et à l'égalité, bah bien sûr que cette partie de la gauche là donne des billes à la pensée différentialiste. À partir du moment où de toute façon l'identité est avant les valeurs et l'universel, bah forcément on ouvre la voie au racisme. Et qu'est-ce que c'est le racisme si ce n'est une lecture raciale de la vie sur Terre? Je me moque complètement des couleurs de peau, des religions, parce que vous êtes blanc. des origines ethniques et tout ça. C'est facile de s'en moquer quand on n'est pas exposé à un renvoi systématique à sa couleur de peau. Ouais, enfin, si je vais en Seine-Saint-Denis, par exemple, peut-être que j'aurai des problèmes. Je sais que vous niez le racisme anti-blanc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui existe, Vous avez eu des problèmes en Seine-Saint-Denis? Il va pas. Non, mais je sais sur des exactement comme les vôtres. Je sais qu'il y a dans un certain nombre de collèges et de lycées d'Île-de-France, je sais qu'une insulte comme sale français, comme face de craie, etc., c'est quelque chose qui existe. Et moi, j'en ai marre qu'on parle de ça au bout d'un moment. Pourquoi en permanence renvoyer les gens à ce à quoi ils ne peuvent rien? C'est-à-dire que quand vous êtes noir, blanc, juif, d'origine française ou étrangère, vous n'y pouvez rien. Pourquoi sans cesse remettre les gens là-dedans? Pourquoi les bloquer là-dedans? Il y a un moment, ça devient... Non, mais par exemple, votre livre, vous prenez ces gens qui ont par ailleurs des professions, qui ont des parcours très différents les uns des autres, mais vous prenez comme facteur de rattachement leurs cheveux, c'est-à-dire en fait leur origine ethnique. Ils sont très différents. Je sais même pas comment parler comme ça. Parce que moi j'ai entre les mains là un livre, je sais même pas comment appeler cette origine, parce que c'est un livre raciste fondamentalement. Bien sûr. C'est pour ça que moi je pense que le terme même de racisé, il est extraordinairement dangereux. Voilà. Donc oui, bien sûr, les gens qui utilisent le mot racisé sans le savoir, et sans doute de bonne foi d'ailleurs, sont racistes et donnent une grille de lecture raciale de la société. Alors que je pense que la société a pas du tout envie de ça. Je pense que la société a envie, on le voit bien, les identités sont liquides, le point d'arrivée d'une existence humaine n'est jamais le même que le point de départ, et l'aboutissement même du racisme, c'est de considérer les gens de couleur comme étant assignés à leur couleur de peau ad vitam aeternam. Et en fait, c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, ça c'est la phrase de Frantz Fanon que reprend Tania de Montaigne dans son super bouquin sur l'assignation. En gros, les gens sont malades de ne pas m'aimer parce que je suis noir, mais ils sont encore plus malades de m'aimer parce que je suis noir. Donc cette lecture là, petite bourgeoise catholique de merde, qui fait penser à celle que décrit Romain Gary dans Chien Blanc quand il débarque à Los Angeles dans les années 60, elle est méprisable, elle est condamnable, elle est hyper dangereuse, parce qu'en fait les vrais racistes derrière vont l'emporter tranquillement, et donc on ouvre la voie à ça, et c'est dangereux, c'est très triste. Aujourd'hui, de qui vous vous sentez proche idéologiquement? Ouais, mais j'aime bien Joe Biden. J'allais dire j'aime bien Jaja, j'aime bien IP. Non, je me sens proche de quoi? Je lis Charlie Hebdo, c'est mes amis Charlie, enfin ils savent pas que j'existe, mais je suis abonné à Charlie Hebdo. Je me sens proche de Coco, qui elle sait que j'existe. Voilà, j'aime bien, il y a des républicains que j'aime bien, tout le monde kiffe les diatribes au Sénat de Claude Maluret par exemple. Je peux bien aimer Jean Castex, j'aime bien le parti radical de gauche. Voilà, j'aime bien Ricky Gervais, j'aime bien un écrivain américain qui s'appelle Seth Greenland. Si vous me demandez est-ce qu'il y a un homme politique ou une femme politique que vous avez envie de suivre dans les prochaines années, je dirais bof quoi. Moi pour l'instant je veux d'abord lutter contre Le Pen et Bardella, et puis ensuite on verra bien. Bon évidemment il va pas être content, mais le responsable politique que j'aurais envie de suivre, parce que je l'ai déjà suivi et je sais que c'est cool, c'est Malek Bouti. Voilà, bon. Donc voilà, je pense que c'est lui qui a la bonne ligne, mais bon.
Alors pourquoi ce crush politique avec Cédric Villani? Est-ce que c'était un bon calcul? Ah ouais. Bon. Ok, ça y est, vous l'avez sorti, le bon calcul. Oui, c'était un très bon calcul. Alors, pour commencer peut-être par la notion de calcul, sachez que sur il y a combien d'arrondissements 15, puisqu'il y a un regroupement d'un 3-4, donc il y a 15 arrondissements. Toutes les têtes de liste Cédric Villani à Paris en 2020 ont à peu près fait le même score. Est-ouest compris, hein. Paris est totalement segmenté, donc la gauche est à l'est et la droite est à l'ouest. Chez Villani, on a tous fait pareil, autour de, entre 6 et 8%. À part, évidemment, notre chef dans le 14e qui a fait honneur avec ses 12%. Non, mais c'était un bon calcul, Villani, ouais, c'était génial. C'était une expérience politique formidable. Un homme d'une très grande intégrité, refusant toute tactique au nom d'une certaine forme de morale personnelle. Alors que pourtant on était quelques-uns autour de lui à lui dire mais vas-y tu devrais quand même faire un peu, genre il disait mais pas du tout. Moi j'y ai cru à mort, j'ai trouvé ça formidable, j'ai rencontré des gens super. C'était une expérience hyper vivifiante. En fait, c'était une expérience qui était une sorte de retour à quelque chose de chimiquement pur du macronisme originel. Où on voyait des gens de la société civile mélangés avec des vieux briscards, des gens de droite, des gens de gauche. C'était super. Ouais, bon calcul, j'ai adoré. J'ai encore gardé des très bons amis de cette période-là. On se revoit encore beaucoup, et que ce soit dans le 9e arrondissement ou que ce soit à Paris. Et le pari était très simple, c'était de prendre un individu un peu iconoclaste, parce que moi j'étais convaincu que c'était un peu l'archétype du responsable politique des années 2020, qu'il fallait être un peu dingue, un peu libre, un personnage quoi. Bon, ça a pas marché pour plein de circonstances. L'affaire Griveaux, l'affaire Agnès Buzyn, le vote du premier tour dans des circonstances parfaitement étranges. C'était le premier jour du confinement ou la veille du premier confinement, donc on savait à peine si on avait le droit de parler à des gens à moins de 3 mètres. Mais c'était super, j'ai adoré. Mais vraiment tout, j'ai pas de réserve en plus. Voilà, moi j'ai fait 7%, j'étais content, j'ai été remboursé, donc tout va bien. Dans votre livre, vous développez le concept de la gauche Kodak. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, la gauche Kodak, Kodak, tout bon consultant des années 2000 connaît l'affaire Kodak, une entreprise qui a dominé le marché et qui tout à coup, bien qu'ayant investi des millions ou des milliards dans le numérique, n'a pas réussi à se détacher de son identité chimique. Et qui donc se fait balayer par l'arrivée du numérique. Donc Kodak a gagné et a perdu en même temps. Et la gauche c'est pareil. La gauche telle qu'on la connaît, la gauche officielle, la gauche social-démocrate quoi, grosso modo, l'a remporté. Ses valeurs l'ont emporté. L'État-providence l'a remporté. La paix, la justice, l'abolition de la peine de mort, mais même d'une certaine manière l'IVG qui a été votée par la droite, c'était une idée de gauche, je veux dire. Puis la gauche, elle a commencé à gagner quand Thiers a dit que la République serait autoritaire ou ne serait pas. C'est-à-dire que quand les royalistes ont dit bon d'accord, allez, on accepte, ça ira pour cette fois. La gauche a emporté son premier des grands combats historiques. Et pourtant, elle sait plus quoi dire. Et elle est bras ballants. Et il y a des gens qui sont passés au numérique et elle continue encore à faire des tirages papier de ses photos. Et donc moi, je crois pas du tout à la ligne qui consiste à dire que François Hollande aurait trahi, que la gauche aurait sombré dans le néolibéralisme et toutes ces fadaises là, qui sont vraiment des analyses de frondeurs à la petite semaine. Même si j'ai des amis frondeurs et que je les trouve tout à fait sympathiques. Mais, voilà. Non, je pense que elle sait pas prendre. Elle a pas su. Elle a pas su et elle l'aurait su. Je suis même pas sûr qu'elle aurait réussi. Mais en tout cas, elle est incapable de comprendre, d'analyser les bouleversements du temps. Elle sait rien dire sur le numérique.
Elle rajoute des trucs sur l'écologie un peu en additif comme ça. Nous sommes des éco-socialistes. Mais je veux dire, tout ça est une blague. Elle comprend rien à la montée en puissance des identités. Elle comprend rien à la religion. Elle comprend rien à l'islam. Elle comprend rien à... C'est pas qu'elle comprend rien, c'est même pire que ça, c'est qu'elle veut pas voir. Je veux dire, moi j'ai lu avec effroi et avec passion en même temps le bouquin de Lord aussi sur la réputation à propos de la mort de la petite China à Creil, enfin l'assassinat sauvage. Et on voit bien comment, à part quelques personnes à gauche, dont d'ailleurs une ancienne de la gauche socialiste, Laurence Rossignol, très peu de gens ont osé parler de ce qui se passe dans les quartiers pour les jeunes filles qui sont confrontées à cette espèce de réputation de sale pute, et donc qui finissent par s'habiller soit en survêtement, soit à revêtir une burqa. Donc on voit bien que cette gauche-là, elle est, c'est pas qu'elle a pas travaillé, c'est qu'elle elle refuse de voir, elle refuse de penser, et elle revêt des vieux vêtements, comme disait Maurice Barrès, revêtons nos préjugés car ils nous tiennent chaud. Et ben voilà, la gauche elle revêt ses vieux préjugés et ça la tient chaud. Et ce faisant, elle perd toutes les élections et elle fait perdre du temps au pays et au monde. Et c'est donc paradoxalement parce qu'elle est arrivée d'une certaine manière à une hégémonie de valeurs qu'elle n'a plus d'avenir? Je dirais pas qu'elle a plus d'avenir. En tout cas, clairement, il faut qu'elle réfléchisse à la suite. Mais en tout cas, elle croit qu'elle n'a plus d'avenir parce qu'elle a échoué, alors que elle a accompli son devoir historique de la société industrielle. C'est-à-dire que les valeurs émises par la gauche, disons, allez, depuis, parlons même pas de 1789, parlons de la Troisième République, pour être un peu plus contemporain. Oui, elle a clairement, elle a gagné. Enfin, je veux dire, il y a la liberté de la presse, il y a la liberté d'expression, il y a une forme de séparation des pouvoirs, une démocratie à peu près qui à peu près digne de ce nom. C'est moins dur d'être pauvre aujourd'hui, c'est moins dur d'être une femme, c'est moins dur d'être une minorité. N'importe quel mec ou meuf dans le monde qui tombe malade aimerait bien posséder une carte vitale. N'importe quel ultra-libéral français qui pense que c'est mieux aux États-Unis ou je sais pas où, dès qu'il se casse une jambe et qu'on lui demande 20 000 $, comprend que c'est quand même cool d'être en France. Donc ouais, bien sûr. La gauche européenne, occidentale, social-démocrate, ouais, elle l'a emporté. Et donc aujourd'hui, elle contemple son œuvre avec à la fois de la nostalgie et une forme de dépit. Mais en fait, il faut réinventer la gauche, entièrement de fond en comble. Faut réinventer l'État, faut réinventer le rapport des individus au collectif, il faut pouvoir avoir un discours sur les identités, il faut redonner du sens à ce qui est collectif. Et parfois, dans la boîte à outils dont on dispose, il faut pouvoir regarder ce qui s'est passé, je sais pas moi, à la fin du 19e, au début du 20e, avant que le marxisme mécanique prenne le dessus. Je sais pas, en termes d'éducation, par exemple, ou regarder la série La Fièvre. Sans spoiler, comment les gars, ils sauvent le club. Putain, ils font une coopérative. C'est un truc ancestral. Et pourtant, c'est aussi une idée neuve. Donc, il faut pas balayer le passé, ce serait stupide. Mais en tout cas, ouais, clairement, il faut arrêter de regarder notre glorieux passé en disant qu'un jour ça reviendra. Non, ça reviendra pas mécaniquement. Mais il faut un peu se bouger le cul, ouais. Le PSOCO, dans son observatoire des perspectives utopiques, note qu'on est environ un peu moins de 10% à dire qu'une vie réussie, c'est une vie où on multiplie les rencontres, où on s'enrichit de l'autre, où on a finalement un grand cercle social et amical. Et on est à peu près 30% à dire que non, au contraire, c'est plutôt une vie matériellement réussie. Donc à l'heure où quelque part le consumérisme semble être notre horizon existentiel, comment repolitiser tout ça? Comment redonner envie? Est-ce que comment recréer une citoyenneté? Ouais, mais alors elle a un peu biaisé votre question parce que moi ça me dérange pas de posséder. Je veux dire. Non mais c'est quoi une vie réussie? C'est quoi une vie réussie? Je sais pas. Non mais c'est ce à quoi. Ouais, bien sûr. Non mais
je vois bien, mais je pense que il faut faire attention aussi. Je dis pas que l'Obsoco ou que vous-même en vous en faisant le porte-parole, vous avez un réflexe de bourgeois, mais je veux dire, c'est bien aussi d'avoir des trucs, quoi. Et parfois, on a tendance à dire à des prolos, bon bah, c'est pas grave de posséder. Au moins, toi, tu as la beauté de l'âme. Bon bah. Il a raison de venir manifester sous nos fenêtres avec son gilet jaune dans ce cas-là. Je sais pas moi ce que c'est une vie réussie. Moi je pense que une vie réussie c'est ouais, mais ça après ça c'est des considérations toutes personnelles. Moi je pense qu'il faut être de bonne humeur déjà pour commencer. C'est hyper important. Je pense qu'il faut être pas trop sectaire. Je pense que ouais, il faut aller à la rencontre de l'autre. L'autre aujourd'hui est une sorte de danger permanent, que ce soit du point de vue des microbes qu'il véhicule, ou que ce soit du point de vue du danger qu'il incarne. Est-ce qu'il va venir piquer mes couverts? Est-ce que si je vais à l'étranger, je vais me faire voler mon portefeuille? Est-ce que si je vais je sais pas où, je vais pas me faire agresser? Enfin, je veux dire. Et puis c'est vivre en paix aussi, je pense. Je pense que ça, c'est un truc qu'on mesure pas. Enfin, moi, je veux pas être celui qui réclame une bonne guerre. Quand je disais tout à l'heure que peut-être que un des problèmes, c'est qu'on vivait en paix depuis trop longtemps. La solution, c'est pas tiens, on a qu'à envahir un pays à côté, comme ça, on va se monter le bouchon tous ensemble. Puis je sais pas, ça va avoir du temps. Ça, c'est des trucs tout cons, quoi. Voilà. Il y a une petite différence qui me semble un peu notable dans les années 80-90 où moi j'étais adolescent, c'est qu'on prenait au sérieux la politique et on se moquait de la religion. Et aujourd'hui on a l'impression que c'est le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah la politique est restée complètement scotchée dans des trucs d'avant, quoi. Moi je suis très stupéfait. Je réponds d'abord sur la politique puis ensuite sur la religion. Sur la politique, il y a un truc qu'on a raconté un peu avec Zegerman dans notre ancien bouquin sur le déclin et la grandeur, c'est que la France fait chier avec sa pompe républicaine, avec sa garde républicaine, avec ses lustres au palais de l'Élysée, avec ses parquets qui grincent, avec ses huissiers qui vous ouvrent les portes, avec les ministres qui ont quoi qu'il se passe, une voiture avec chauffeur, alors que dans les pays scandinaves, les mecs se rendent dans leur ministère en vélo. Donc on a un problème, nous, je pense, la France, avec la représentation de la politique qui est totalement surannée, mais jusque à son lieu le plus emblématique, qui est le bureau de vote. Un bureau de vote, moi j'adore aller un dimanche montrer ma pièce d'identité, mettre mon truc, faire la queue, voir les personnes âgées, dire bonjour à la présidente du bureau. Je trouve ça formidable, mais j'ai en tête des micro-trottoirs de jeunes après des élections à qui on demandait pourquoi vous avez pas été voté, et les mômes répondaient on savait pas qu'il y avait une élection ce jour-là, mais c'est quoi l'appli? Ah mais non, mais j'irai voter dimanche prochain. Non, dimanche prochain il y a pas d'élection, c'est fini. Donc il y a un problème avec la représentation, avec l'esthétique, je pense, de la politique, avec ces messieurs en costume 3 pièces, avec cette espèce de langue de bois permanente, avec avec cette peur de sauter sur une mine dès qu'on dit un mot plus haut que l'autre. Enfin, tout ça est absurde. On a vraiment l'impression d'un théâtre d'ombre. Donc moi, je pense que il faudrait rendre l'apparence de la politique déjà un peu plus cool, un peu plus sympa, voilà. Un peu moins pompeuse et prétentieuse. Et pourquoi la religion? Bah parce que je pense que on a cru très longtemps, et je pense à juste titre en plus, que les religions monothéistes étaient en train de tomber en désuétude, mais en fait c'était faux. Elles sont tombées en désuétude, et je parle de toutes les religions monothéistes, y compris l'islam. Même si la question de l'islam en France, en tout cas, et en Europe, elle est particulière parce qu'il y a un exercice de cette religion qui est sans doute plus poussé que, en l'occurrence, que chez les chrétiens.
Mais je pense qu'on avait vite oublié le besoin de spiritualité des individus. Et donc, à mesure que les religions du livre, elles s'érodent, se diffuse dans la société un besoin de chamanisme, de sacré, de retour à des cultures vernaculaires, à la connexion avec Pachamama, à des espèces de cosmogonie, où tout à coup on valorise les Amérindiens sans savoir de tout ce que c'est d'ailleurs, où on boit des décoctions, où on prie la lune, enfin je veux dire des trucs complètement arriérés quoi. Et en même temps, why not? Je veux dire, mais en tout cas, on peut pas avoir résolu la question de la religion comme on aurait résolu la question de l'histoire qui aurait eu une fin. En fait, ça n'existe pas la fin de quelque chose. Enfin, à terme, si. Mais en tout cas, il y a une mutation des trucs. Et donc, on voit bien comment le sacré a été tourné en dérision par des gens comme moi, qui ont considéré que ça y est, on s'était débarrassé de ça une bonne fois pour toutes, et qu'en fait, on l'a acheté par la porte et il revient par la fenêtre. Donc, je pense que ça c'est des choses à prendre en considération, par exemple. Et puis, encore une fois, notre hallucinante culpabilité d'avoir maltraité les personnes issues d'autres sociétés que les nôtres, et donc de valoriser à un point totalement stupéfiant la pratique, par exemple, de l'islam, alors que je pense que la pulsion numéro 1 d'individus qui sont totalement intégrés, voire assimilés, c'est de se débarrasser autant de leurs oripeaux que de leurs oripeaux spirituels. Et donc, en fait, je veux dire, il y a qu'à voir ce qui s'est passé récemment avec deux rebeux qui étaient en train de boire une bière et qui se sont fait agresser par un type qui leur demandait de respecter l'Aïd ou je sais pas quoi. Donc, en fait, on fantasme par culpabilité petite bourgeoise gauchiste la manière dont des personnes issues de l'immigration peuvent avoir une pratique de la religion, et donc on se prosterne devant tout ça sans leur donner la chance de s'émanciper de tout ça. Et donc c'est encore une fois la faute de la gauche. La gauche est très coupable, globalement. Alors là, pour étendre à autre chose que la gauche, mais à l'État en règle générale, on a l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit des entreprises comme Too Good To Go qui s'occupent du gaspillage alimentaire, Michel-Édouard Leclerc qui va aller casser la gueule à l'inflation, ou même L'Oréal qui veut lutter contre le harcèlement de rue, on a l'impression que les entreprises occupent aujourd'hui un petit peu l'espace vide du politique. Est-ce qu'elles ont pris, selon vous, de plus en plus la place des États? Ouais, bien sûr. Oui, elles l'ont pris. Bon, après, moi, c'est pas moi qui le dis, Raphaël Lorca le dit très bien. Anne de Guigné a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle Le capitalisme woke, où elle raconte bien ça aussi. Brice Couturier aussi fait ça. Mais en vérité, l'acte fondateur de tout ça, c'est à la fois la naissance de Google, où tout à coup les fondateurs veulent, je sais pas, lutter contre la mort, don't be evil. C'est Elon Musk qui veut créer une nouvelle civilisation terrienne sur Mars. Donc c'est eux qui ont commencé, Et puis c'est évidemment les entreprises américaines qui, au lendemain de la non-ratification du traité de Paris par Trump, dès qu'il arrive au pouvoir, disent on va prendre la relève. Donc aujourd'hui, ouais, bien sûr, les entreprises elles ont voulu et elles ont récupéré le flambeau de la politique, avec beaucoup de maladresse, je dirais quand même. Je dirais pas que c'est de l'hypocrisie, parce que par exemple quand L'Oréal fait ça, ils sont parfaitement sincères, ou quand Sephora fait sa pub sur les hijabeuses. Mais je pense que c'est juste par stupidité. Non, il y a un mec qui a bien compris ce qu'une entreprise pouvait faire, c'est Pascal Demurger avec la Maïf quand il a écrit son bouquin sur l'entreprise sera politique ou ne sera plus. C'est que évidemment elle se trouve, on lui confère et elle attrape elle-même les attributs du politique. Et il faut savoir en faire quelque chose. Donc là, ensuite, il faut réussir à tracer des frontières assez nettes entre ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle ne doit pas faire, et ce que le politique doit faire. Et donc, je dirais que c'est plutôt un jeu à trois entre l'État, les entreprises et les citoyens, les consommateurs, en tout cas les citoyens, qui doit et avec derrière le monde associatif,
et qu'on doit pouvoir trouver des nouvelles manières de se réguler dans cette espèce de jeu à trois. Mais ouais, bien sûr, elles ont parce qu'elles ont la puissance financière, parce qu'elles sont aussi maintenant composées par des nouvelles générations qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de faire des choses, et qui aussi intiment à leurs dirigeants de pas faire n'importe quoi. Donc ça, je trouve ça plutôt sain. Mais on est à l'an 1 de l'entreprise politique. Et donc voilà, parfois elles font des bêtises. Elles valorisent des trucs comme dans les départements diversité et inclusion, qui en fait n'ont rien à voir avec la choucroute et qui sont tout simplement une organisation de la segmentation sociale et raciale ou genrée dans les entreprises. Et là, c'est totalement l'inverse du progressisme. Mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, bien sûr, les entreprises ont des trucs à raconter, elles ont les moyens de le faire. Elles sont beaucoup plus poreuses à l'égard de la société, ne serait-ce que parce que des nouvelles générations viennent les peupler et qu'elles se posent plein de questions. Après, il y a plein de questions qu'elles se posent pas. Les écarts de salaire, la redistribution, les modes de recrutement dans les classes populaires. Donc elles ont encore beaucoup de chemin à accomplir. Dans cette même logique de sous-traitance, là, il y a un groupe social, encore une fois, qu'on fantasme et à qui on sous-traite beaucoup, c'est soit les questions climatiques, enfin, surtout la question climatique aujourd'hui, c'est les nouvelles générations. De votre côté, vous avez organisé, je crois, les Conf Kids, où vous faites des conférences pour les enfants avec les acteurs de la transition. Au-delà de la conscientisation, est-ce que c'est pas aussi une manière de lancer la patate chaude de l'histoire, de les initier si jeunes? Ouais, carrément. Faut faire hyper attention à ça. La naissance de Conf Kids de mon amie Déborah Lebloise, qui est une femme formidable, ça vient plus en complément de ce que ne fait pas l'éducation nationale que en toute conscience, en jetant la responsabilité des nouvelles générations à l'égard d'elles-mêmes. Alors peut-être que ça peut avoir ça comme effet induit, mais moi je crois pas. Non, il y a un problème avec l'école. Il y a plein de problèmes avec l'école, mais un des problèmes numéro 1 de l'école, c'est comme la gauche Kodak. C'est qu'elle est restée parfaitement dans sa structure, dans son esthétique et dans ses enseignements, la même qu'à la fin du 19e siècle. Donc moi je trouve ça formidable, les hussards noirs de la République. Mais enfin, je veux dire, en rang 2 par 2, dans des cours de récréation qui n'ont pas bougé d'un iota depuis 150 ans, je vois pas en quoi ça émancipe un peuple. D'ailleurs, on voit bien que quand on regarde ça, le cœur de l'éducation nationale est en train de s'éroder comme beaucoup de cœurs dans la société, et que autour de ce cœur, tout un tas de marges évoluent, et que ces marges-là, elles sont de plus en plus d'ailleurs l'apanage du monde privé. Alors c'est le cas dans le secondaire, mais c'est encore plus le cas dans le secteur supérieur, où je crois aujourd'hui, il me semble que le chiffre, j'ai appris ça hier, 25% des étudiants maintenant sont dans des écoles privées. Donc c'est vraiment exponentiel, et c'est très 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 préoccupant. Donc est-ce qu'on donne la patate chaude aux nouvelles générations? Bah d'abord elles le réclament, cette patate chaude. Donc en disant bah les gars vous avez merdé, donc laissez-nous faire. Donc bah ok tiens vas-y essaye. Et puis aussi je pense que là il y a aussi une déresponsabilisation de notre part à nous. Je prends un exemple qui est un exemple un peu touchy pour le coup, qui est pas sur la question de l'écologie, mais qui est sur la question du genre. Dès lors que on permet à un mineur de choisir son genre, on lui lègue une responsabilité qui va très largement au-delà de ce que le jeune homme ou la jeune fille est capable de supporter. Ce faisant, on ouvre la porte à tout un tas de responsabilisations qui n'ont pas lieu sur le domaine du genre, mais qui peuvent avoir lieu, par exemple, sur la question de la délinquance. Moi, je pense que un môme qui commet un délit doit pas aller en prison. C'est-à-dire, les mômes qui commettent des délits qui vont en prison, c'est qu'ils ont vraiment été très très loin. Et donc, il y a des centres éducatifs fermés, ou d'ailleurs, les Conf Kids sont allés intervenir, où moi, j'avais été avec eux. Mais il faut faire hyper attention dans le fait de léguer cette responsabilité à une jeunesse qui parfois ne sait pas bien, peut faire des erreurs. Après sur la question de l'écologie, j'assume ce que je dis. Je pense qu'elle a réclamé aussi des responsabilités, et que bah c'est pas plus mal qu'elle les prenne parfois. Je veux dire, quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui est 1000 fois plus conscientisé que moi ce que je pouvais l'être
à mon époque. Et les jeunes sont quand même, c'est peut-être là où je suis un peu moins vieux con que ce que je croyais. Je pense que quand même les mômes sont plus intelligents aujourd'hui qu'hier, quoi. Enfin, en tout cas, moins mal dégrossis. Voilà. Ce transfert de responsabilité là, donc on partait de l'écologie, vous avez évoqué le genre. Est-ce que c'est selon vous le symptôme qu'on est devenu un peuple de grands enfants et que personne ne veut devenir adulte? Un peu, ouais. Ouais, carrément. Bah d'ailleurs, les gens veulent plus faire d'enfants, donc c'est bien la preuve, puisque un enfant c'est encombrant. Et alors là, pour le coup, c'est pas que l'Occident, hein. C'est tout le monde. À partir du moment où une civilisation ou une société accède au confort, la première chose qu'il fait, c'est d'arrêter de procréer. Bon. Parce que évidemment, quand on est un adolescent, hein, on peut pas avoir des enfants à la maison puisque c'est vraiment extraordinairement encombrant, ça fait chier en fait, et ça empêche de faire carrière en plus. Et puis ça coûte cher. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. On est à la fois des sociétés vieillissantes, puisque l'âge médian français et l'âge médian global d'ailleurs, à part en Afrique subsaharienne, ne cesse d'augmenter. Je crois qu'en France on doit être à peu près à 45 ans, c'était 39 ans il y a une trentaine d'années. Donc ça va vite, mais ouais, on est des civilisations à la fois, on est des civilisations de vieux jeunes, quoi. L'Occident se fatigue de lui-même? Ouais, à fond, bien sûr. Ouais. Bouquin extraordinaire qui est sorti en 2003. Donc le nom du mec m'échappe évidemment toujours, mais ça s'appelle La fin de l'humanité. Et la prédiction du gars, c'était de dire que c'était un prof de philo bien sous tout rapport, qui disait que un des problèmes de la pensée progressiste contemporaine, c'était qu'elle regardait la démographie avec tellement de mépris qu'elle en oubliait les structures les plus importantes, comme précisément les taux de fécondité, tout ça. Cet homme-là disait que on n'allait pas, en tant qu'espèce, mourir percuté par un astéroïde ou d'une pandémie, mais qu'on allait mourir d'ennui et de démotivation, comme des vieillards qui ont oublié eux-mêmes qu'ils existaient. Donc je veux pas terminer sur une note si pessimiste, mais en tout cas clairement ouais, il y a une fatigue de soi-même en Occident. Mais je veux dire, Alain Ehrenberg a raconté ça bien avant moi et il a bien raison de l'avoir dit. D'ailleurs, vous évoquez dans votre ouvrage celui de Pablo Servigne, et vous racontez que les journalistes d'Uzbek à l'époque le lisent comme les membres de la gauche prolétarienne lisaient le petit livre rouge. Totalement. Est-ce que fantasmer la fin du monde est devenu la nouvelle marotte de l'Occident? Oui. Je pense que c'est en train de changer. Alors oui, parce que y a qu'à je sais pas moi, il y a qu'à aller au lac de Sarponçon il y a 2 ans l'été pour se rendre compte qu'il y a plus une goutte de flotte ou à peine de quoi barboter dedans. Oui, parce que il suffit de lire ne serait-ce que un abstract de rapport du GIEC pour se rendre compte que putain, on est quand même mal embarqué. Oui, parce que voilà, on a le sentiment que peut-être pour la première fois c'est les fameuses prédictions sur la fin du monde, peut-être que c'est pas complètement débile. Donc il y a une pensée millénariste quand même, et il y a une eschatologie globale qui s'est emparée de tous nos cerveaux. Et en même temps, ce retour du réel là, avec ce qui s'est passé, voilà, encore une fois, avec le retour de la grande histoire, la Russie, ses rêves expansionnistes, la montée de l'antisémitisme, les questions existentielles qui touchent Israël, je pense que tout à coup ça redonne une forme de tessiture en fait à l'esprit du temps qui peut reléguer potentiellement l'enjeu millénariste à plus tard. N'empêche que pendant qu'on est en train de se faire la guerre et pendant qu'on est en train de se demander si on va pas avoir un sujet de type bombe atomique, ce faisant, il y a plus d'eau en Andalousie, ce faisant, des gens crèvent de faim et de soif et de chaleur dans en Afrique subsaharienne, dans certaines zones d'Asie. Donc j'ose espérer néanmoins que cette pensée-là, en tout cas, j'espère qu'on va se départir, de se dégager de cette espèce de pensée millénariste, de pensée de fin du monde qui nous empêche de
d'aller de l'avant. Ouais, je pense qu'il faut aller de l'avant. Et puis par ailleurs, moi je crois pas du tout que c'est la fin du monde. Donc je pense qu'on va s'en sortir. Voilà. Et je pense pas que ce soit une croyance. Là, je parle comme un vrai boomer. Je crois vraiment au génie humain. En fait, je parle comme Houellebecq. Houellebecq, il dit ça aussi. C'est Pierre-Henri Jeudi qui disait qu'on était traversé par un désir de catastrophe de plus en plus. Ouais, évidemment qu'on se fait chier. Donc, on est traversé par un désir de catastrophe. Ouais. Alors, en créant Uzbek Erika, vous avez développé une ligne éditoriale qui était basée sur la prospective. Alors déjà, quel bilan vous faites-vous de cette aventure éditoriale? Pourquoi vous l'avez cessé, du moins de votre côté? Et est-ce que vous croyez toujours au futur? Uzbek Erika a été une expérience géniale. Moi, j'avais fait donc 15 ans de politique. Je croyais en plein de trucs, et puis toutes mes utopies se sont effondrées, y compris mes utopies humaines. Puisqu'en fait, l'idée de créer un groupe où il y aurait pas de chef, où il y aurait plein de chefs, et où il y aurait une forme de montée en puissance de notre groupe, et qu'on finirait par prendre le pouvoir en France, puis à l'international, puis qu'on ferait la révolution, en fait, qu'est-ce que c'est? Non, ça marche pas. Donc j'étais bien bras ballants après avoir fini la politique, donc aux alentours de 2005, 2005-2007. Et le fait d'avoir rencontré ce garçon-là, Jérôme Ruskin, qui voulait fonder un journal qui me remettait au goût du jour des utopies, j'ai trouvé ça formidable. Et donc, puis en plus, il était plus jeune que moi, enfin, c'était parfait. Donc, j'ai adoré faire Uzbek Erika. Et c'était vraiment une bouffée d'oxygène hallucinante. Enfin, je crois qu'on mesura mal encore aujourd'hui ce que ça a pu représenter pour un mec de ma génération, de croiser la route d'un mec plus jeune, qui recroyait à des trucs. Et d'ailleurs, lui, il est resté hyper idéaliste comme garçon, c'est vraiment drôle. Voilà, c'est un vrai idéaliste. Moi, j'ai toujours des copains très idéalistes, en fait. Je le suis un peu moins qu'eux, mais ça m'aide d'en avoir. Après, moi, j'ai quitté Uzbek Erika parce que je voulais pas devenir un fonctionnaire. J'ai rien contre les fonctionnaires, bien sûr, mais je voulais pas devenir un fonctionnaire de la prospective. Et donc, je pense que quand on anime un journal, il faut avoir le couteau entre les dents chaque jour. Et à un moment donné, vous êtes fatigué et il faut savoir s'en rendre compte, il faut savoir le dire. Et d'ailleurs, ça s'est passé après ma campagne Villani et après les confinements. Je pense que pour tenir ce truc-là, il faut avoir ce que les Italiens appellent la grinta. Et dès qu'on a un tout petit peu moins de grinta, il faut faire gaffe, quoi. Donc et puis je pense que c'était bien aussi profondément, alors c'est pas une formule, mais de laisser la place aux jeunes pour le coup. Enfin, je veux dire, c'est bizarre quand vous avez 50 balais et que vous vous trimballez dans une rédaction avec que des gens qui en ont entre 25 et 30. Je sais pas, vous faites une vanne, personne la comprend. C'est chelou, quoi. Enfin, il y a un côté un peu mais je les aime toujours, c'est toujours mes amis, je travaille encore beaucoup pour eux, j'écris encore pour Uzbek Erika, je fais encore des trucs, et puis je suis très fier d'en être un des fondateurs, même si il faut rendre à César ce qui est à César, c'est vraiment Jérôme Ruskin qui a créé ce truc-là. Après, est-ce que je crois encore au futur? Oui, bien sûr. Oui, clairement. Je crois pas à ce futur naïf qu'on a pu avoir, nous, où on avait fait des dossiers sur l'esthétique des hackers, où on pensait que Internet allait devenir le nouvel Eldorado, comme si ça avait remplacé la révolution prolétarienne. En fait, il faut être adulte dans notre vision du futur. Mais bien sûr, je crois encore au futur. En fait, je pense que c'est totalement mortifère, en fait, les idéologies millénaristes ou les idéologies à la Nostradamus. Mais en disant ça, je mesure bien en quoi aussi je peux m'affronter aux nouvelles générations. C'est-à-dire que il y a aussi un affrontement idéologique entre le pessimisme et l'optimisme. Si aujourd'hui je suis optimiste, je vais me faire traiter de salaud de macronien, de bourgeois, de vainqueur de la mondialisation et toutes ces conneries. Alors que si je suis pessimiste, c'est bien. Je suis dans l'air du temps, je pense que tout est nul. C'est bien, il faut souffrir un peu, quoi. Moi, je déteste la souffrance, je suis contre. Quel est le rôle des médias, à votre avis, aujourd'hui, d'éclairer les gens, de les conforter dans leurs pensées, de leur donner le sentiment d'appartenir à une communauté? À quoi sert un média aujourd'hui? Moi, je suis très frappé par le fait que les médias aujourd'hui sont dans leur tuyau d'orgue, on dirait dans leur bulle de filtre.
En fait, c'est assez simple. Quand vous créez un média aujourd'hui, vous vous posez d'abord la question de votre niche, ce qui est dingue. Donc, moi, je sais bien hein, que pour que ça tienne, d'un point de vue business, il faut remplir sa niche. Mais je suis pas d'accord. Moi, j'attends encore le média qui ne me dira pas quoi penser. Et je pense que la grande pente des médias aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de se transformer en directeurs de conscience. Et ça me saoule. Voilà, on a Mediapart d'un côté, on a toute la galaxie Bolloré de l'autre, on a Le Monde aujourd'hui qui obtempère à l'esprit du temps et dont on se pose la question de savoir si ces articles sont des articles ou de la propagande. Libé, il y a à boire et à manger. Même des journaux que j'aime, comme Franc-Tireur, ils confortent quand même des gens comme moi. Donc j'ai un sujet. Je cherche encore, et je pense qu'Uzbek le tient, ça, cette ligne. Je cherche encore le média qui ne me dira pas quoi penser. Mais c'est hyper dur. Encore une fois, parce que on est là confronté à des enjeux d'industrie du secteur, et que c'est quoi ta cible, c'est quoi tes trucs, comment tu acquiers du lectorat. Moi, ça me saoule ça. J'aimerais bien un truc éclairé. J'aimerais bien un grand journal du soir qui ne me dise pas quoi penser. Par exemple, ça me plairait. Voilà. Mais est-ce que dans un monde qui ne se vit plus du tout comme une France généraliste, on peut encore faire des médias généralistes? Ah oui. Oui, pas parce que je le crois, mais parce que les chiffres le disent. En fait, c'est ça qui est dingue. Et ça a été le grand apport que de Arnaud Zegerman, mon co-auteur, dans ma manière de voir les choses, c'est que oui, bien sûr, il existe encore. Alors, si j'étais de droite, je dirais une majorité silencieuse. Si j'étais plutôt un sociologue, je dirais il existe encore un corps social. Mais oui, bien sûr, il existe encore cette France giscardienne, cette France de 2 Français sur 3, qui regarde les JT, qui mate un match de foot, qui va assister au feu d'artifice du 14 juillet ou du 31 décembre. Il existe encore une France calme. Il existe encore un corps social, il existe encore des gens, des vrais gens, qui en ont absolument rien à foutre de nos querelles et de nos niches, et qui n'attendent que ça. Le problème, et j'en reviens à mon affaire d'extrême droite, c'est qu'aujourd'hui c'est l'extrême droite qui offre une traduction et politique et culturelle à cette France de la majorité silencieuse. Voilà. Mais les gens de gauche ont du mépris pour cette majorité silencieuse. En fait, ils pensent que c'est des bouseux, ils pensent que c'est des prolos, ils pensent que c'est des beaufs, ils pensent que c'est des gens qui écoutent Michel Sardou. Alors qu'en fait, c'est n'importe quoi. Je veux dire, ce corps social-là, par définition, moi quand je faisais de la politique, on appelait ça le marais. Il y avait un gros marais comme ça qui était attrapé par des forces politiques hyper avant-gardistes. Mais ce marais-là, il a besoin de s'exprimer et il est beaucoup moins bête qu'avant. Il a beaucoup plus accès à l'information. Certes, parmi ces gens-là, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, mais c'est clairement pas la majorité. Donc oui, moi je pense qu'il y a encore la place pour un média de masse, pour des masses médias. Et que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est même hyper avant-gardiste de faire ça. Mais comme en politique, je pense qu'il y a besoin de parler à tout le monde. Est-ce que TPMP, dont le nom s'inspire directement en plus des SOS racistes, c'est incroyable, n'est pas devenu ce nouvel agora d'une France en tout cas qui se perçoit comme archipélisée? Là il y a une petite contradiction dans votre question. Donc parce qu'elle se sent polarisée, on met en scène on met en scène la polarisation. Non, je pense que c'est un trompe-l'œil ça pour le coup. Je pense que c'est des vrais faf en fait les mecs. Je vois comment le délégué général, le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, a été traité par la galaxie Bolloré, en particulier par CNews. Et ces gens-là n'ont absolument rien de sympathique. Rien. En fait, c'est des petits nervis d'extrême droite, c'est des petits skinheads. Non, pas du tout. Faut pas leur faire confiance, faut pas leur parler. Moi, je suis déjà allé sur CNews. Ils sont très sympathiques, c'est pas le problème. Mais non, c'est pas la vraie France. C'est une caricature de la vraie France. C'est du mépris de classe encore plus. En fait, c'est des gens qui vivent à Paris, qui sont pétés de thunes et qui fantasment le peuple.
et qui donne à manger à ce qu'ils pensent être le peuple. Mais le peuple est bien plus éclairé que ça. Donc non, je pense pas. Il y a l'idée d'une France qui se vit comme qui se vit sous la pression de l'intelligentsia de gauche, pour le dire vite, et qui aime bien surfer sur nous les vrais gens avec nos barbecues, notre pinard, nos gonzesses et notre culture populaire. Mais moi je déteste ceux qui fantasment le peuple. En fait, le peuple est bien plus intelligent, encore une fois, et je pense que cette majorité silencieuse là, c'est des gens qui lisent des bouquins, qui croient en des trucs. Voilà, c'est pas forcément des intellos, mais il faut arrêter de les fantasmer comme des idiots et de leur donner à manger comme à des idiots, parce qu'on les rend idiots en faisant ça. Parlant de polarisation, est-ce que vous avez des amis, vous, très différents idéologiquement de vous-même, voire qui peuvent se situer à des pôles politiques que vous ne validez absolument pas? Il m'est arrivé 2-3 fois de passer sur CNews et d'avoir des textos de gens que j'avais pas vus depuis longtemps, des copains de droite. Ouais, ça m'est arrivé. Mais est-ce que j'ai des gens très différents? C'est politiquement, depuis l'émergence du macronisme, j'ai quand même, je connais pas mal de gens qui sont restés à gauche. Je connais des gens qui ont voté Benoît Hamon, par exemple. Non, c'est pire que ça. Benoît Hamon, il a fait quoi? 6%? 90% des gens que je connais ont voté Benoît Hamon. Donc si la France était mes amis, Benoît Hamon aurait mis en place un revenu universel et une taxe robot. Voilà. S'il avait pu le faire. Moi j'ai pas voté pour Benoît Hamon, j'ai voté direct Macron. Moi j'ai peur du fascisme, hein, donc j'ai fait pas de bêtises avec tout ça. Non, je suis quand même dans une galaxie très homogène culturellement, quoi. Je parle à tout le monde. Je me suis fâché avec une ou deux personnes, des gens qui sont beaucoup trop agressifs et qui politisent tellement les choses qu'ils me font flipper. Mais non, je suis allé faire un débat récemment. Je suis allé présenter mon bouquin dans une petite ville moyenne, voire un village dans le Béarn, et c'était formidable. Le pingouin alternatif. Le pingouin alternatif. Mais tu as été au Pinot? C'était incroyable d'avoir dans la salle des fachos, des gauchos, des braves gens, des intellos, des pas intellos, des gens qui aiment le rock, des gens piercés, tatoués, la France, quoi. Ouais, c'est incroyable. J'adore. Ça c'est la France. Voilà, ça c'est la France. Le pingouin alternatif, c'est la France. Finalement, est-ce que c'est la bonne solution pour pas devenir réac aujourd'hui, se confronter finalement à toutes ces voix qu'on peut trouver dissonantes, discordantes, mais qui nous aident un peu à penser contre nous? Ouais, complètement. Mais je pense que je suis d'accord avec ça, et je pense qu'en plus de ça, c'est en train de monter un peu cette idée-là. La série La Fièvre aide beaucoup, je trouve, à ça, parce qu'il faut réussir à se parler, sinon c'est la guerre civile. Mais depuis en plus le bouquin de Birnbaum sur le courage de la nuance, sur le fait le bouquin comment il s'appelle, Penser contre soi-même, là, le petit il est hyper jeune. Il y a des trucs, il se passe des choses. Voilà. Je pense que tout n'est pas complètement foutu et que les gens ont envie de se reparler. Il faut leur donner des endroits où il faut leur offrir des endroits où ça se passe. Voilà. Et où ils se sentent pas en insécurité. Je suis assez attristé, moi, par je sais que c'est difficile, la cérémonie d'ouverture des JO, qu'on soit tous ensemble dans le même lieu, et que la jauge elle se restreigne de jour en jour. On va finir à être devant sa télé pour regarder un spectacle avec des officiers de sécurité. Mais non, je pense que à considérer qu'on garantisse la sécurité des gens, et qu'on puisse se reparler normalement, les gens seraient d'accord pour ça. Être ensemble, je pense qu'ils sont d'accord avec ça. On est quand même des mammifères, quoi. On a besoin de se frotter les uns aux autres. Hein. Non? Eh ben merci, c'était Eric Keller. Merci. Putain, c'était épuisant.